Natrix, dans l'objectif de produire des plants de qualité au niveau des pépinières forestières. Le plan de mon exposé s'articule autour des points suivants. Un schéma habituel des travaux de recherche. Comme vous savez, l'arganerie est soumise à une intense pression humaine due principalement au développement de l'agriculture intensive, au surpâturage, à la coupe excessive de bois de feu et à la collecte systématique des fruits. À cela s'ajoute l'aridité des climats et l'extension des villes qui vient amplifier davantage le processus de dégradation. Comme solution préconisée, nous avons utilisé la mycorhization comme un outil de biotechnologie végétale pour produire des plants de qualité capables de résister à différents stress, notamment hydriques et nutritionnels. La mycorhization est une association symbiotique gagnant-gagnant entre les racines d'une plante et le champignon. Les échanges champignons-plantes sont donnés par le schéma suivant. Les ressources du sol, que ce soit hydriques ou nutritionnelles, sont transmises via les ifs du champignon vers les racines et en retour, le champignon reçoit des sucres qu'il est incapable de fabriquer lui-même. Cette symbiose mycorhizienne concerne plus de 80% des plantes terrestres. Et il y a lieu de signaler aussi que la mycorhization aide les plantes à prospérer dans les zones surtout arides et semi-arides via l'amélioration de l'assimilation des éléments nutritifs, l'atténuation du stress hydrique et aussi cette mycorhization permet aussi de faire face à la carence en nutriments, à la perturbation du sol et à d'autres stress environnementaux. Le statut mycorhizien de l'arganie a été bien étudié depuis très longtemps. Toutes les études ont montré que l'arganier a une forte dépendance envers ces champignons mycorhiziens pour sa croissance et sa nutrition. Des expériences et des études ont été menées par des chercheurs forestiers en partenariat avec la faculté de sciences d'Agadir et la faculté de sciences Smelia de Marrakech. Toutes ces études ont montré l'efficacité de l'arganier au niveau, que ce soit au stade pépinière ou sur le terrain. Ce travail de recherche a été publié aux actes du congrès d'Arganie édition de 2013. De même, il y a lieu de signaler qu'au milieu méditerranéen, des études précédentes ont montré que la mycorhization par un complexe mycorhizien natif est plus effective qu'un inoculum non natif. Le test a été réalisé au niveau de la pépinière forestière ou l'ETEMA. Nous avons inoculé des plants d'arganier par un inoculum commercial à base d'une souche non native et aussi par un autre groupe de plants d'arganier a été inoculé par un inoculum naturel à base d'un complexe de champignons natifs provenant des sols d'arganerie. Le résultat, après 7 mois d'élevage, est comme suit. Les plants traités par l'inoculum naturel sont beaucoup plus grands et bien nourris par rapport aux plants traités par l'inoculum commercial. De même, l'utilisation d'un inoculum naturel provenant des arbustes est considérée comme une stratégie préférentielle d'inoculation pour garantir la réussite des reboisements à base d'espèces autochtones, surtout dans les zones arides et semi-arides dégradées. Nous avons choisi 2 plantes accompagnatrices de l'arganier qui peuvent être à l'origine de l'inoculum naturel après avoir étudié leur statut mycorhizien, à savoir 2 légumineuses, Ononis natrix et Chamaecytus albidus. Les objectifs visés à travers cette étude est l'évaluation du statut mycorhizien du sol rhizosphérique de Chamaecytus albidus et Ononis natrix. Le deuxième objectif est l'exploitation de ce potentiel mycorhizien naturel, natif, comme une source d'inoculum pour la production des plants de qualité d'arganier au niveau des pépinières forestières. Les sols ont été prélevés à partir d'un site situé assertif, situé dans la commune territoriale d'Aourir, au nord d'Agadir. C'est un site représentatif des arganeries conservées. Il a été mis en défense depuis 2004. L'image en bas vous montre un peuplement bien conservé avec une strate arbustive bien diversifiée. On note aussi la présence des plantes palatables qui sont très rares hors mise en défense. Ces plantes palatables, on note la présence de Chamaecytus albidus, Peripluca anguicifolia et Acacia gumifera.
Les sols étudiés ont été prélevés donc, dans la rhizosphère de Dononis natrix, de Chamaecytus albidus, et dans le sol nu, donc loin de l'influence des espèces arbustives de ce site. Les propriétés chimiques des sols donc, étudiées de la rhizosphère Dononis natrix et de Chamaecytus albidus et du sol nu sont données par le tableau suivant. Le statut mycorhizien des sols donc, a été étudié par la méthode de Siverdin. Les spores fongiques sont extraites par tamisage humide et par la méthode de décantation puis par centrifugation, tout en utilisant le saccharose. Par la suite, les spores sont comptés et identifiés selon le genre en fonction de la taille des spores, la couleur, la structure de la paroi et les ifs de fixation. Le PIM, ou le pouvoir infectieux mycorhizien, a été mesuré par la méthode du nombre le plus probable en utilisant la technique de dilution développée par Siverdin. Les sols prélevés donc, à partir du site assertif ont servi pour la préparation de substrats de culture. Ce substrat de culture est à base de la tourbe désinfectée qui représente 90% et le sol rhizosphérique de chaque plante cible ou le sol nu qui représente seulement 10%. C'est un dispositif donc, de 3 traitements avec 25 plants chacun, plantés dans des pots de 2,5 litres. Le substrat 1 contient donc un sol rhizosphérique de Chamaecytus albidus. Le substrat 2 contient le sol rhizosphérique Dononis natrix. Et le substrat 3 contient le sol nu. Le tableau suivant vous montre donc les propriétés chimiques des 3 substrats. Et les paramètres mesurés donc, sont presque similaires, vu que, au niveau des 3 substrats, vu que la tourbe désinfectée représente 90% dans tous les 3 substrats. Le taux de mycorhization a été mesuré selon le procédé de Phillips et Ayman. Les racines d'arganier ont été lavées avec l'eau de robinet, éclaircies et colorées par le bleu tripant. Résultat et discussion. Donc, cette figure vous montre l'abondance des spores des champignons mycorhiziens arbusculaires dans la rhizosphère des plantes cibles et du sol nu. La rhizosphère de Chamaecytus albidus présente un nombre total de spores de 34, soit 2,2 fois le nombre trouvé au niveau de la rhizosphère Dononis natrix et 2,6 fois le nombre trouvé dans le sol nu. Le genre Glomys est le plus dominant dans tous les échantillons et il faut noter donc que plusieurs études ont attribué la dominance du genre Glomys à une grande tolérance de ce genre à la sécheresse. Nos résultats ont montré aussi qu'un nombre élevé de spores sont apparus vides et endommagés. En ce qui concerne le PIM, ou le pouvoir infectieux mycorhizien, le nombre de propagules infectieuses, il est de 60 dans le sol rhizosphérique de Chamaecytus albidus, soit 6 fois le nombre trouvé au niveau de la rhizosphère Dononis natrix et seulement 3 fois dans le sol nu. Nos résultats ont montré aussi que le sol nu présente un PIM, un pouvoir infectieux mycorhizien, de 2 fois celui qui est trouvé dans l'Dononis natrix. Ce résultat était vraiment inattendu, vu que la majorité des études montrent que le sol nu est déficitaire et toujours déficitaire en propagules infectieuses par rapport au sol rhizosphérique. Je vais vous montrer ici 3 études menées dans 3 écosystèmes forestiers marocains. La première étude a été menée dans un écosystème façonné par le cyprès de l'Atlas. La deuxième a été menée dans la Tetraclinia chmysset. La troisième étude a été menée au niveau de l'Arganré à Agadir. Toutes ces études vous montrent que le sol nu présente toujours un PIM, un pouvoir infectieux mycorhizien trop faible par rapport au sol rhizosphérique étudié. Ce résultat inattendu peut être dû au système racinaire très pauvre Dononis natrix, marqué par une racine pivotante et un nombre très limité des racines secondaires dépourvues de chevelus. Nous avons remarqué aussi que dans les zones ouvertes des sites assertifs, des sites de prélèvement des sols étudiés, durant la période pluvieuse, ce site connaît un développement spectaculaire d'une strate herbacée dominée par une graminée Stipa capensis. Cette graminée a un système racinaire très fin et densément ramifié
ce qui lui permet de multiplier et de piéger les champignons mycorhiziens. Nos résultats sont donc en accord avec les résultats d'une étude antérieure menée par Requena. Ils ont montré que le niveau d'infection mycorhizien du sol rhizosphérique de Stipa capensis est significativement plus élevé que celui du sol rhizosphérique d'une autre légumineuse, Antilis cytizoides, qui a un système racinaire similaire à celui de Dononis natrix. En ce qui concerne le taux de mycorhisation, après 8 mois d'élevage, les plants élevés dans le substrat 1 présentent un taux de mycorhisation de 55%, soit 5 fois le taux trouvé chez les plants élevés dans le substrat 2. De même, donc, les plants élevés dans le substrat 3 présentent un taux de mycorhisation de 20,5 fois, de 20,5%, soit 2 fois donc, le taux trouvé chez les plants élevés dans le substrat 2. Ce graphe donc, vous montre l'effet du sol rhizosphérique de Camis albidus et Dononis natrix sur la croissance des plants d'arganier après 3, 6 et 8 mois d'élevage. Il est à signaler donc, à partir de ce graphe, donc, après 6 mois d'élevage, les plants, donc, et la différence entre les traitements était significative qu'après 6 mois. Donc, à partir de 8e mois, donc, les plants élevés dans le substrat 1 présentent une hauteur en moyenne donc, qui dépasse plus élevée de 61% par rapport à la hauteur des plants élevés dans le substrat 2. De même, donc, les plants élevés dans le substrat 3 présentent une hauteur de plus de 32% par rapport à la hauteur des plants élevés dans le substrat 2. Donc, des résultats similaires ont été enregistrés pour le diamètre au collet. En guise de conclusion, donc, la présente étude confirme les effets bénéfiques d'une espèce donc, accompagnatrice de l'arganier, à savoir Camis albidus, qui semble être d'un grand intérêt. Le sol rhizosphérique de cette plante peut être utilisé comme source d'inoculants mycorhiziens efficaces dans la production des plants de qualité d'Argania spinosa en pépinière forestière. Avant de terminer mon exposé, j'aimerais bien partager avec vous ces images donc, qui illustrent bien donc, des cas de régénération naturelle d'arganier dans les touffes de Camis albidus. Donc, ainsi prend fin mon exposé. Merci. Merci Simrab, donc pour le respect du temps et pour votre exposé vraiment très intéressant qui nous montre que la mycorhisation vraiment c'est un aspect très important pour la gagner et pour surtout donc dans la réussite donc des transplantations donc dans l'avenir. Et merci, donc on va prendre donc 5 à 7 minutes donc pour les discussions donc ou bien pour les questions, donc on demande donc au présent donc de poser vos questions donc à Simrab. Merci donc de respecter aussi le temps. Merci. Merci. Je me présente, professeur Mounir, enseignant-chercheur à l'École nationale forestière d'ingénieurs. J'ai une petite question assez très simple et très directe. Donc, vous avez montré l'importance des mycorhizes pour le développement des plants, que ce soit en pépinière ou sur le terrain. Et je vais vous demander une question directe. Est-ce que les résultats de ces recherches sont actuellement mis en application dans les pépinières ? Parce que si, d'après vos résultats, c'est quelque chose de très important, qui montre le développement, disons, très important des plants qui sont mycorhizés par rapport aux sols qui vivent dans un substrat relativement faible en matière d'inoculum. Donc, est-ce que ça a déjà commencé à être appliqué dans les pépinières ou pas? Merci. Pour la production des plants de qualité au niveau de la pépinière. Au niveau de l'application, théoriquement, normalement, la mycorhisation peut être faite facilement au niveau de la pépinière, mais il y a des contraintes qui bloquent cette mycorhisation au niveau de la pépinière. Parce que le substrat d'élevage au niveau de la pépinière, c'est à base de la tourbe qui représente 75% et 25% de la terre végétale qui provient des arganeries, des sols des arganeries. Cette 25% de la terre végétale contient déjà des champignons mycorhiziens, des spores, des mycéliums, donc, parfois des racines infectées de la stratère bassée. Donc l'inoculum il existe dans le substrat d'élevage au départ.
mais par la suite, il y a des attaques des champignons pathogènes comme Phytophthora qui causent la fonte de semis pour les graines de l'arganier, ce qui donc oblige les pépiniéristes à utiliser des produits phytosanitaires pour éradiquer les champignons pathogènes, mais en même temps, on éradique tout. Donc, toute la fertilité biologique est disparue après l'utilisation des produits phytosanitaires. C'est pourquoi, donc, actuellement, nous demandons une étude approfondie pour faire un diagnostic approfondi de toutes les étapes de production de plants au niveau de la pépinière. La solution, c'est d'utiliser, donc, pour moi, c'est une solution que je propose, donc d'utiliser donc une forme de lutte biologique, utiliser des champignons trichoderma. C'est un champignon symbiotique et aussi antagoniste des champignons pathogènes qui peuvent bloquer donc le développement et les attaques des champignons pathogènes. Ça, c'est la solution idéale pour éviter les attaques des champignons pathogènes. Et comme ça, on peut garder donc la fertilité biologique intacte. Et en même temps, avec la fertilité biologique qui est donc ramenée du sol d'Arganré, comme on a vu, donc le sol nu, il est toujours déficitaire en propagule infectieuse. La solution, c'est de doper et de fortifier cette fertilité biologique au niveau de la pépinière. On peut donc faire l'élevage du maïs ou le blé ou l'orge. Ce sont des plantes pyrophytiques capables de piéger, de multiplier les champignons mycorhizens dans ce sol. Dans la terre végétale. Après, on récupère la rhizosphère de ces plantes et comme ça, on peut utiliser directement l'inoculum. 25% du substrat doit être qui provient de l'inoculum, de la rhizosphère de ces plantes. Et on peut donc facilement donc, améliorer la fertilité biologique du sol et avoir donc la mycorhization facilement au niveau des pépinières forestières. Merci. Oui, je voudrais juste ajouter un commentaire à ce qui a été dit. Effectivement, cette question de pépinière, on est à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'il faut choisir maintenant les méthodes, la méthode optimale pour essayer de valoriser et valider sur le terrain la mycorhization. Moi, j'ajouterais à cela que normalement, et c'est facile d'appliquer cette méthode-là au niveau des pépinières à travers la formation, à travers l'insertion, c'est-à-dire l'intégration des gestionnaires et des chercheurs dans ce sens-là. En plus, ce qui est important, c'est que nous sommes dans un milieu désertique, nous sommes dans un milieu qui est très sec. Et donc, la majorité des études qui ont été établies, ils ont montré que, par exemple, je ne vais pas rentrer dans les noms de ces champignons-là, mais par exemple, le Rhizophagus, c'est un champignon qui est facilement isolable et qui a prouvé son intérêt dans ces zones désertiques. Et le Maroc, donc la majorité d'entre nous ont fait l'isolement de ces champignons-là et ils ont remarqué que ces Rhizophagus, ils sont très intéressants pour l'araignée et vous l'avez prouvé dans le complexe, dans votre publication que vous avez fait en 2013. Donc ça, c'est très facile de le faire. Il suffit, comme j'ai dit au début, quand on est à la croisée de chemin, choisir ça ou ça, c'est-à-dire qu'il faut réunir toutes les personnes qui travaillent dans ce sens-là et optimiser cette méthode et trouver une méthode très simple, par exemple l'orge ou autre plante, maïs ou autre chose. Je vous remercie. La dernière question. Bonjour tout le monde. Je tiens à féliciter M. Mrabesh pour son exposé et j'aimerais revenir sur le problème d'approvisionnement en terre végétale. Est-ce que ça ne va pas poser un impact écologique négatif? Est-ce qu'il y a possibilité de faire un enrichissement au labo, une fois la souche identifiée, pour diminuer cet impact? Et merci. C'est voilà cette dernière question. Donc, pour cette question d'approvisionnement donc en terre végétale, je pense que
Je pense que l'effet sur les organeries à partir des prélèvements de la terre végétale pour produire des plants de qualité, c'est un effet minime et peut être insignifiant. Parce que pour la production d'une quantité de 300 000 plants, donc au niveau de la pépinière, par exemple à Ouled Teima, nous avons fait le test et le calcul. Donc il nous faut une superficie de 80 mètres carrés du sol, de la terre végétale, sur une superficie, sur une épaisseur de 30 cm. Et il nous suffit donc pour faire le mélange de 25% de la terre végétale et 75% de la tourbe. Donc les prélèvements, je pense qu'ils ne causent pas de problème, vu qu'on ne prélève pas le sol, donc on n'arrache pas les pieds des arganiers ou de la stratère arbustive, donc on prend que la terre végétale, que le sol nu des arganeries. Et par la suite, on peut, comme j'ai dit, fortifier ce pouvoir infectieux mycorhizien de cette terre végétale à l'aide des plantes comme le maïs ou l'orge ou le blé. Et merci. Merci Semrab. Donc je m'excuse, le temps nous sert, peut-être les discussions vont après. Donc merci pour votre thème qui est très intéressant. Donc peut-être les discussions vont continuer après, parce qu'on a un peu, le temps est très serré. Donc on passe toujours au deuxième sujet, au deuxième thème, pardon, qui est la mycorhisation toujours, mais cette fois-ci liée au déficit hydrique, de M. Ouahmed, Lassil Hassan. Donc à vous la parole. Merci Monsieur le modérateur, chers collègues, honorable assistance. J'ai le plaisir de présenter devant vous ce modeste travail intitulé Mycorhisation contrôlée de l'arganier et tolérance au déficit hydrique. Donc c'est un travail qui est fruit d'une collaboration avec les eaux et forêts d'Agadir, à travers le MRAPT et la faculté des sciences d'Agadir, via les professeurs Msanda et professeur Moussadir. Dans mon exposé, je vais parler un peu de plusieurs plantes forestières, plusieurs modèles, et après on va attaquer l'arganier. Problématique, je ne vais pas revenir sur l'arganier, la sécheresse, vous connaissez les écosystèmes méditerranéens sont sujets à la dégradation, des changements climatiques, etc. Donc si on n'intervient pas, on va perdre la fertilité du sol, d'où les phénomènes de désertification. Parmi les solutions proposées à ce grand fléau, c'est la régénération artificielle des espèces forestières. De grands efforts sont déjà, bien sûr, depuis plusieurs années, consentis par les eaux et forêts pour reboiser beaucoup de surfaces au Maroc. Cependant, il y a beaucoup de problèmes techniques qui ont été relevés, liés surtout au choc de la transplantation. Parmi les solutions, Marabti a déjà parlé de ces solutions proposées, c'est-à-dire l'amélioration des plants en pépinière. C'est ça un peu le contexte général, c'est l'amélioration des plants en pépinière, pas par la fertilisation chimique, mais par la fertilisation biologique. Fertilisation biologique, dans ce sens, c'est la mycorhisation, l'utilisation des champignons mycorhiziens. Qu'est-ce que c'est que la mycorhisation contrôlée? C'est toute action d'accompagnement des plants forestiers depuis la production d'un inoculum. C'est un peu le but de mon exposé, depuis la production jusqu'au périmètre de reboisement. Voilà un peu un résumé de ce contexte mycorhisation contrôlée. En haut, vous avez déjà une sélection de champignons et inoculation des plantes. Au milieu, vous avez donc l'évaluation pépinière de l'effet de la mycorhisation. Ici, vous avez des plants de caroubier. En bas, c'est les techniques de reboisement. Donc, vous avez ici un plant non mycorhisé, à côté un plant mycorhisé. Donc, on va
comparer leur évolution pendant plusieurs années au niveau du terrain. Qu'est-ce que c'est que les mycorhizes? Donc les champignons mycorhiziens, c'est un ensemble de champignons symbiotiques. Vous avez ici, ils sont là, donc vous avez un premier type, sont des ectomycorhizes qui restent à la surface de la racine. Un deuxième type ici sont des mycorhizes, des endomycorhizes, c'est-à-dire qui prolifèrent à l'intérieur des racines. C'est le cas de l'arganier, donc qui développe ce type de champignons mycorhiziens, des endomycorhizes à arbuscules. Il y a un troisième type de mycorhizes qui est intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire les ectendomycorhizes. Ça ne nous intéresse pas dans ce sens. Alors, donc les mycorhizes, c'est, comme l'a dit Selmraf, bien sûr, par définition, c'est une association mutuelle entre deux partenaires, un champignon du sol et une plante hôte, c'est-à-dire un végétal, la racine d'une plante. Tous les échanges sont signalés et bien sûr, je vais parler après de l'eau, les échanges de l'eau entre la plante et... Ce sont des symbioses qui sont réalisées entre la plupart des plantes sur le globe terrestre. Donc, je vais parler de deux approches dans cet exposé. L'approche réductionniste, c'est-à-dire on va s'intéresser juste à un inoculum, on va produire un inoculum, on va réduire toute la fertilité du sol à un inoculum fongique. Et deuxième méthode, on va prendre toutes les composantes microbiologiques du sol. Donc on commence par un tri des spores, c'est-à-dire une extraction des spores de champignons, des formes de résistance de champignons au niveau du sol. Et on obtient donc dans un premier jet ça. Donc on peut même essayer de sélectionner par l'œil, c'est-à-dire sous la loupe, les différentes formes de champignons en utilisant bien sûr la couleur, la forme, etc. et la taille même. Voilà ce qu'on obtient un premier tri. Et on peut aller, pour identifier ces champignons, on a des méthodes morphologiques pour identifier nos complexes. Et parfois, on a des difficultés, on passe au niveau du microscope. Mais actuellement, on a les outils moléculaires. Donc on peut déjà, ici c'est un exemple de résultats obtenus par séquençage à partir des racines d'une plante forestière. Donc toutes les composantes, c'est-à-dire après extraction de l'ADN fongique. Donc la production, une fois on a nos champignons, on peut produire un inoculum. Voilà un peu les étapes pour produire un inoculum. Ce sont des symbiotes obligatoires, c'est-à-dire qu'ils nécessitent toujours la présence d'une plante, de racines vivantes, d'où on a recours à ce qu'on appelle des plantes mycotrophes, des plantes mycotrophes à croissance rapide comme le maïs, le blé, l'orge, etc. Donc bien sûr on va désinfecter le matériel pour ne laisser que notre champignon, et pour cela on traite par un antifongique et un antibiotique pour éliminer la plupart de la microflore fongique et bactérienne du sol. Donc voilà ce qu'on obtient lorsqu'on produit un inoculum. Donc, vous avez des racines qui sont entièrement colonisées par le champignon. On peut, avant toute opération d'inoculation, on va d'abord vérifier notre inoculum. Donc une fois on est sûr d'avoir des racines pleines c'est-à-dire colonisées par le champignon, on va inoculer. Donc je vais présenter quelques résultats de cette méthode holistique, ça veut dire utilisation des plantes mycotrophes in situ, c'est-à-dire dans le terrain, pour améliorer la fertilité biologique du sol de nos plants. Exemple ici, simulation, donc on va planter c'est-à-dire une plante de terrain dans les touffes comme l'a fait Selmraf, dans des touffes de plantes existantes au niveau du terrain. Voilà ce qu'on obtient par exemple lorsqu'on utilise une plantation avec un plant de lavande par exemple. Ici vous avez une amélioration de la mycorhisation, de la biomasse racinaire et la biomasse aérienne, et même on aura des effets sur c'est-à-dire la microflore du sol, comme ici. Donc donc on s'intéresse dans ce cas à des bactéries qui sont solubilisatrices de phosphate,
c'est-à-dire qui produisent la pyriardine par exemple, et des chélateurs, donc ils vont libérer le phosphore pour les plantes. Donc vous avez un effet important de la présence d'une plante comme la lavande dans les essais de reboisement. Également, donc, on a analysé au niveau du sol donc une activité bactérienne importante qui accompagne ces reboisements. Donc, je vais maintenant aller plus vite. Donc, la méthode réductionniste, ça veut dire on utilise juste l'inoculum fongique qui est produit. Voilà les résultats lorsqu'on produit un complexe mycorhizien indigène, c'est-à-dire à partir du sol. Donc c'est ça la question un peu de ces équipes. Donc on va produire l'inoculum dans l'organerie. On peut forcer notre terreau par l'inoculum produit au niveau de l'organerie. On a suivi bien sûr les plantes au niveau du terrain. Donc tous les paramètres de nutrition sont améliorés. Donc ça c'est, et même la mortalité au niveau du site de reboisement après un an de plantation est améliorée. Exact. La même chose a été obtenu chez un autre modèle, donc le caroubier, inoculation en pépinière, et puis un suivi au niveau du terrain. Voilà, on suit la mortalité et la croissance des plants de caroubier au niveau du terrain. Maintenant, pour le modèle arganier, donc déjà, des études ont été réalisées en pépinière par, bien sûr, le MRAPT en 2012, et donc on a confirmé donc, le rôle des champignons mycorhiziens sur la croissance, c'est-à-dire leur rôle bénéfique sur la croissance et la nutrition de l'organisme. Ça au niveau du pépinière, mais aussi on a réalisé des essais au niveau du terrain, donc on a constaté aussi une amélioration importante. Voilà un plan mycorhizé, donc au niveau des parcelles d'admin, et un autre plan non mycorhizé. Maintenant, je reviens au sujet de ma communication, c'est-à-dire la tolérance de l'organier au stress hydrique après inoculation. Donc, à partir des graines désinfectées et dans un terreau, c'est-à-dire dans un substrat qui est pauvre. Donc, la contrainte hydrique, c'est ça. Donc, c'est un peu. On est allé jusqu'à 25% de la capacité au champ du sol. Donc, on va comparer un peu les paramètres. Donc, on s'intéresse ici aux paramètres morphologiques, la hauteur. Ici, donc, lorsque la contrainte hydrique est élevée, on constate que les plants non mycorhizés présentent, c'est-à-dire la taille la plus faible. Et là, dans toutes ces expériences, on va constater une atténuation de l'effet de la contrainte hydrique en présence de champignons mycorhiziens. Également au niveau de la teneur relative en eau et au niveau des paramètres morphologiques, c'est-à-dire de la biomasse produite. On s'est intéressé à la colonisation mycorhizienne au niveau de stress. Donc on a constaté qu'il y a un niveau important de colonisation. Donc on est déjà à 56% de la colonisation des racines, même à un stress hydrique fort, c'est-à-dire que la mycorhization peut résister à des conditions de stress. L'analyse minérale aussi montre les mêmes tendances, c'est-à-dire lorsqu'on a une contrainte hydrique sévère, il y a amélioration quand même de la nutrition minérale des plantes. D'autres caractères biochimiques sont analysés comme la présence de sucre soluble, c'est-à-dire la synthèse de sucre soluble et de la proline au niveau des racines. Donc on s'intéresse toujours à des contraintes hydriques fortes. Donc on constate qu'il y a un niveau important donc et ce phénomène d'atténuation à ce niveau-là. Donc lorsque les plantules sont mycorhizées, également les mêmes résultats sont obtenus lorsqu'on s'est intéressé au métabolisme oxydatif. Les mêmes tendances toujours, donc à partir de la production de l'eau oxygénée et sa dégradation par la catalase et la peroxydase. Donc en conclusion à ce travail, donc, en présence de champignons mycorhiziens, on a constaté une accumulation modérée d'osmolytes comme le sucre soluble, la proline, c'est-à-dire une atténuation du stress oxydatif. Donc l'hypothèse du développement d'un réseau fongique dans le sol, parce que c'est ça, on cherche maintenant à expliquer le phénomène
d'atténuation de la contrainte, c'est-à-dire des effets de la contrainte hydrique, et on s'est mis l'hypothèse de développement d'un réseau fongique autour des racines qui permettrait une alimentation hydrique importante des plantules. Donc actuellement, donc, des travaux sont en cours de réalisation sur l'identification des mécanismes impliqués dans cette alimentation, comme par exemple l'activation des aquaporines fongiques, etc. Donc je vous remercie pour votre attention. Merci Siwahman donc pour votre exposé et donc ce respect du temps aussi donc et votre sujet très intéressant donc qui étudie donc toujours les mycorhizes mais en relation avec le stress hydrique et la stimulation de ce stress donc des mycorhizes. Donc on passe donc aux questions donc 2 à 3 questions donc. D'abord, je remercie Siwahman pour son exposé excellent. Alors, ma question, c'est, j'aimerais bien savoir la période de stress appliquée pour les plantes. La première question, ça, et la deuxième question, pourquoi vous n'avez pas calculé la relative water content qui vraiment indique l'état hydrique de la plante? Et merci. La relative water content, ce qui fait l'activité, c'est là. Désolée, j'ai pas regardé. Donc la période appliquée pour le stress. Les plans, ils avaient 8 mois et après on a appliqué le stress pour 2 mois. Donc après 2 mois, on a considéré 10 mois c'était le stade final. Donc tous les résultats que vous avez vus, c'est après 2 mois de stress. D'accord, merci. بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي على العرض الجميل ده. أنا بس حضرت متأخر شوية، حابب أعرف الطريقة اللي استخدمتها في تلقيح الميكرويزا، وهل الفطر ده استخدمت لقاحات جاهزة ولا لقاحات كانت موجودة؟ مثلا أنا أعرف إن هي بتنمو بتتعايش مع بعض النباتات زي السرجم كده او البصل والثوم. احنا في مصر بنبقى نجيبها حيه من الاماكن اللي هي متعايشه معاها وننقل التربه نلقح بيها النباتات الاخرى، وبعض الاماكن بتبيع لقاحات سائله. فانا عايز اعرف شكل اللقاح كان عامل ازاي، لان الموضوع ده مهم جدا بالنسبه لتخصصي في الدراسه نفسها. يعني شكرا جزيلا. Je peux répondre. D'accord. Donc la question était donc comment on a fait l'inoculation. D'ailleurs, j'ai exposé comment on a réalisé l'inoculation. Il s'agit de multiplier le champignon du sol par une plante mycotrophe, c'est-à-dire une plante vivante, les racines par exemple de maïs, etc. Après, on va découper les morceaux de racines. On peut même conserver froid, frais, à 4 degrés Celsius, on peut conserver notre inoculant plusieurs mois. Mais donc, une racine, une fois qu'elle est colonisée par les champignons, on peut l'utiliser directement. C'est-à-dire 2 grammes de racines sont suffisants pour inoculer un plant forestier, par exemple, comme l'a gagné, par exemple. Je vous remercie pour votre présentation. Est-ce que ces champignons mycorhiziens peuvent être inoculés pour plusieurs espèces, c'est-à-dire le même champignon, il peut jouer le rôle, il peut être inoculé pour plusieurs espèces, par exemple pour l'arganie, pour le carobi et pour d'autres espèces? Oui, donc généralement, lorsque j'ai classé les champignons mycorhiziens, vous êtes dans la catégorie endomycorhize. Les champignons endomycorhiziens peuvent, c'est-à-dire la spécificité ici, elle est faible. Donc généralement les champignons mycorhiziens répondent avec plusieurs plantes. Donc cependant, donc l'infectivité d'une souche dépend d'une plante à une autre, mais généralement la spécificité est faible. Par contre, pour les ectomycorhizes, la spécificité entre le champignon et l'autre est très forte. Par exemple, des champignons isolés sous le pin d'Alep
Par exemple, si on va inoculer le cèdre de l'Atlas, généralement l'inoculation ne réussit pas. La spécificité, mais pour les endomycorhizes, on peut, donc il y a une grande fourchette de plantes qui répondent aux champignons mycorhizes. Merci. Je vous félicite pour votre exposé, c'est très important, surtout cet aspect de déficit hydrique. J'ai des questionnements. Vous avez appliqué un déficit hydrique, un stress hydrique. Est-ce que vous avez appliqué, c'est-à-dire suivi uniquement l'impact sur le développement avec le champignon, ou bien il y a une part sur le végétal lui-même et sur le développement de ces plantes-là. L'impact de ce déficit, elle est à la fois sur le développement, je crois, des mycorhizes, et il y a la plante elle-même qui s'alimente en eau et qui souffre. Et une deuxième question, est-ce qu'on a intérêt de produire des grands plants dans des conditions ici au Maroc, où il y a un déficit chronique. Donc, quel type de plan on doit chercher? Parce que il y a une chose encore, c'est que quand une plante est soumise à un stress hydrique, il faut tester si, quand il y a une reprise, quand il y a une reprise de l'alimentation, convenable de la reprise de l'alimentation hydrique, il y a un autre impact. Et il y a aussi l'effet stade auquel on a appliqué ce déficit hydrique. Merci. Donc c'est des questionnements qui se posent. D'accord. Merci pour votre question, mais présentez-vous. Chati, chercheur Fatih de l'irrigation. D'accord. Mais le ministère. D'accord. Donc votre question normalement est pertinente. Elle a été déjà soulevée par madame. Parce que c'est vrai, lorsque, à la fin du stress hydrique, il y a beaucoup de questions qui se posent. Quel est l'état si on réhydrate la plante? Donc nous, on n'a pas fait ça, donc on s'est arrêté au temps final après stress hydrique. Pour la plante, on a suivi, on a suivi le champignon, on s'était rassuré que le champignon est toujours là, avec des fortes colonisations, il résiste au stress hydrique. La plante aussi, donc on a fait les analyses, tout ce que j'ai montré, c'est au niveau de la plante. Donc, merci pour votre question. Bonjour, c'est Hassan, donc professeur Mounir de l'École nationale forestière d'ingénieurs, je me présente. Merci pour votre présentation. Une question très, très simple sur le plan dispositif expérimental. Donc, est-ce que vous avez fait appel à un dispositif expérimental bien précis, notamment pour ce qui concerne la résistance au stress hydrique? J'ai vu que vous avez fait 3 ou 4 niveaux de stress et je n'ai pas vu éventuellement des résultats d'une analyse statistique dans votre exposé qui montre éventuellement donc la différence éventuellement tellement significative par rapport aux autres cas. Une autre petite question. La proline, il me souffle une question parce qu'il avait peur de monsieur le modérateur. Non, mais j'étais étonné, j'étais étonné de voir les résultats, surtout à 75% du stress hydrique. Pourquoi ces quantités de proline? Je m'attendais à ce que l'effet, est-ce que vraiment à la fin, on pourra retirer la conclusion que ces champignons sont valables dans un stress hydrique, comme ce qui se passe au sud-ouest marocain. Voilà. Une question pertinente. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas revenir sur le choix de la qualité des spores de champignons mycorhiziens qui ont été sélectionnés au début pour les incorporer efficacement et efficieusement, si j'ose dire, sur les plants au niveau de la pépinière. Voilà. Merci. D'accord. La question de Simonir, effectivement, donc on a tenu en compte les conditions expérimentales. L'essai était grand, mais après les analyses, c'est parce qu'on a travaillé sur, c'est-à-dire des semis. C'est les graines, c'est à partir des graines. Donc pour mener ce test, donc, on a choisi un peu les plants de même taille, une forme, donc pour avoir un maximum de plans qui nous permettent donc une analyse statistique fiable. Donc on a travaillé au minimum sur 10 plans pour chaque test. Donc une analyse statistique, donc vous êtes rassurés avant de parler de la signification, donc on va faire une analyse statistique adéquate. Merci. Pour la proline, donc,
La proline, donc, je crois que les différences sont énormes entre le cas de 75 et 25%. Donc, je ne sais pas, l'État, peut-être une analyse, déjà, en absence de champignons mycorhiziens, donc il y a une proline. Est-ce que c'est ça votre question? Après, je pense, après. Merci, Wahman, donc, pour votre sujet, donc votre thème très important qui suscite beaucoup d'autres questions. Mais après, donc, merci. Vous pouvez donc un peu discuter sur ce sujet-là. On passe toujours donc à la symbiose, donc, mais cette fois-ci endomycorhizien spécifiquement, mais toujours lié au stress hydrique avec Assi Louisa, donc de l'Algérie, donc qui travaille sur donc la région de Tindouf. Merci donc de respecter aussi le temps et donc merci. Alors, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de revenir ici à Agadir pour ce congrès. Alors, il est vrai que sur le programme du congrès, il est écrit « Évolution de la symbiose mycorhizienne ». Mais en fait, j'ai changé le titre parce qu'on m'a demandé, j'avais 2 conférences, et donc du coup, on m'a demandé de jumeler les 2 conférences qui parlent du système racinaire et des mycorhizes. Bon, je vous expliquerai oralement parce que ça n'a pas été facile de jumeler vu que c'est 2 travaux complètement différents. Alors, système racinaire de l'arganie entre évolution myco-endophytique et adaptation racinaire cas des racines de Tindouf, de l'arganie de Tindouf. Alors, il est indiscutable de parler de cet arbre. En fait, pas indiscutable, mais on est ici pour cet arbre fascinant, pour ses caractéristiques et son rôle écologique et économique surtout. Et c'est pour ça que je ne m'attarderai pas trop là-dessus, puisqu'on en a tellement parlé, on sait très bien les valeurs l'importance qu'a cette espèce, tant sur le plan écologique qu'économique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en Algérie et au Maroc, c'est vraiment 2 choses différentes. Il est clair que l'ère à arganie au niveau du Maroc est beaucoup plus étendue, beaucoup plus importante que celle présente en Algérie. Vu qu'en Algérie, on a vraiment l'espèce endémique, mais au niveau de Tindouf. Au Maroc, il y a eu énormément de travaux, tant sur le plan de l'huile, tout ce qui est fruits, graines, et aussi sur le plan mycorhize, on vient de le voir. Également sur la régénération avec d'autres travaux tels que ceux de Bellefontaine et Achour en 2014. En Algérie, par contre, bon, l'arganie déjà il est rencontré au niveau des lidoued. Ce n'est pas du tout la même stratification qu'au Maroc. Au Maroc, on voit vraiment une différence d'altitude. Par contre, en Algérie, c'est vraiment assez plat. Alors, l'arganie est situé au niveau de la Hamada du Dra, comme il est mentionné, au niveau... Alors, une bonne partie des pieds d'arganie se trouve au niveau de Oued-el-Main, qui a fait aussi l'objet de notre étude. Cette espèce est très mal connue en Algérie. La majorité des travaux ont été surtout faits sur la cartographie par M. Keshairi Reda. D'ailleurs, c'est le premier travail qui a été fait dans ce sens. Et sur la régénération avec M. Ould Safi également, il y a d'autres travaux qui se font dans ce sens aussi. Pour notre cas, alors moi, il est vrai que je remarque qu'on parle énormément de la partie aérienne de l'arganie. On parle des feuilles, on parle des fruits, on parle de son huile. Par contre, on se rattache et on étudie très rarement, je ne parle pas des mycorhizes, mais je parle du système racinaire. Christophe Drenou dit dans son œuvre que le système racinaire est la phase
cachée des arbres. C'est une boîte noire. Pourquoi une boîte noire? Parce que si on veut comprendre le fonctionnement d'un arbre ou d'une espèce, il faut s'attarder, il faut se concentrer sur son système racinaire. Comprendre le système racinaire, c'est on peut déjà comprendre l'espèce et on peut également prévoir et essayer d'anticiper certaines situations à l'avenir. C'est dans ce sens que le premier volet de mon travail, c'est sur là-dessus que le premier volet s'est concentré. Comprendre une adaptation en schématisant ou en essayant de schématiser une architecture racinaire, essayer de voir comment se comporte ce système racinaire vis-à-vis des conditions extérieures, environnementales et également des conditions édaphiques, quand je dis environnementales. Et qu'en est-il des mycorhizes du système racinaire étudié? Je répète, les mycorhizes du système racinaire, c'est vraiment une présentation qui était à part. Donc, je vous l'expliquerai au fur et à mesure. Alors, notre travail s'est fait comment? Pour l'architecture racinaire, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des profils racinaires. On est parti sur terrain. Comme en Algérie, on a un petit peu plus de contraintes que par rapport au Maroc, vu que c'était la période 2013-2014 et ça tombait avec le problème de terrorisme au niveau de Tigon Tourin. Je ne sais pas si vous aviez entendu ça. Donc, j'avais eu beaucoup de difficultés à essayer d'aller faire mon échantillonnage. Donc, j'ai été assez limitée durant cette période-là. Alors, on a pris 12 individus, on a fait des profils racinaires. Il y a des photos, je vais vous les passer, je sais pas. En fait, voilà. C'est des profils racinaires. On avait creusé dans le sol. On a effectué des mesures biométriques. Nous avons aussi prélevé des échantillons de sol pour des analyses physico-chimiques, effectué la granulo et tout. Et nous avons également effectué une étude statistique pour essayer de voir les corrélations qui existent entre le milieu édaphique, le sol, et la biométrie foliaire et quelle est la relation qui existe entre eux. Pour les mycorhizes, à partir des racines échantillonnées, nous avons réparti deux types de racines, deux classes. On a pris des racines dont le diamètre était inférieur à 1 cm, 10 mm, et d'autres qui étaient supérieures à ce diamètre-là. Suite à cela, nous avons suivi le protocole de Petrini et Müller, comme il est présenté, dans du formaldéhyde, histoire vraiment de ramollir au départ, c'était de ramollir les racines parce qu'elles étaient assez dures. Donc il fallait les ramollir pour pouvoir les aplatir entre lame et lamelle et ensuite les colorer suivant le protocole de Phillips et Heinemann. Ensuite, on fait un écrasement entre lame et lamelle et on observe. Alors pour l'analyse biométrique des racines et granulométrique physico-chimique, qu'est-ce qu'on a observé? Déjà, on a vu qu'il y avait une différence au niveau de la longueur. Alors, attendez, je ne sais pas si... Oui. Ouais, non, ça ne se montre pas bon. Au niveau de la longueur... Ah, voilà. Il y a le... Exactement, c'est ce que je cherchais. Ça, ok. Alors, on voyait nettement qu'il y avait une différence au niveau de la longueur des racines. On observait qu'il y avait des racines qui présentaient des racines qui présentaient des racines secondaires, mais d'autres pieds qui ne présentaient pas de racines secondaires. Les racines profondes, il y avait des individus qui présentaient plus de racines profondes que d'autres, qui en présentaient pratiquement qu'une seule. La longueur totale également, on avait des racines qui présentaient presque carrément 1000 cm. Et la circonférence moyenne également a été prise. Le nombre total de ramifications a également été relevé. Et pour ce qui est des analyses physico-chimiques, pour la granulométrie, on a noté que la majorité de nos individus présentaient un sol sableux à sablo-limoneux. Et les quantités de physique, c'est-à-dire en matière organique, il n'est pas étonnant de trouver que les matières organiques est quasiment nulle. On est dans un sol aride, il n'est pas étonnant de trouver vraiment des quantités négligeables en matière organique. Et pour ce qui est du calcaire et de la capacité de rétention, alors la capacité de rétention allait jusqu'à 35,68. Et pour les taux de calcaire également, les sols étaient modérément, peu à modérément calcaires. Alors, si j'ai compris, voilà. Pour l'analyse, Alors, pour l'analyse de l'ACP. L'ACP, alors, concerne l'analyse physico-chimique plus la biométrie des individus. On a noté en fait, on a classé les individus en deux groupes. Nous avons observé qu'il y avait un groupe A
contenait les individus Wedelma, racines superficielles, sol riche en éléments fins, avec une capacité de rétention élevée. Un deuxième groupe, un groupe B, qui présentait quant à lui des éléments beaucoup plus grossiers et donc des racines plus profondes, longues et ramifiées. L'arganier de Tindouf est un exemple remarquable d'adaptabilité face aux conditions d'extrême aridité. Ceci nous pousse à approfondir nos recherches afin de schématiser une architecture racinaire sur ce plan-là. Nous avons aussi opté pour voir la présence de mycorhizes au niveau de nos racines. Alors qu'est-ce qu'on a observé? Pour les racines moins de 1 cm, on a observé qu'il y avait des mycorhizes. Oui. Responsable de l'absorption des éléments minéraux, de l'eau, de l'activité hormonale, l'agrégation des sols, protection contre les organismes et la résistance au stress environnemental. Par contre, au niveau des racines dont le diamètre dépassait 1 cm, on a observé des structures fongiques qui étaient à l'intérieur du cylindre central. Dans nos recherches, on a observé, on a vu que c'était des... on a établi quelques recherches et on a remarqué que c'était des dark septate endophytes. En réalité, la différence qui existe entre les endophytes et les mycorhizes, c'est que les mycorhizes ne pénètrent pas le cylindre central. Les endophytes, par contre, si. On a eu au départ des fausses interprétations. On se disait, ah, il est à l'intérieur du cylindre central, donc forcément, ça peut être un parasite, ça va. Eh bien non. L'avantage qu'ont les endophytes, c'est que ces champignons vivent en symbiose avec l'espèce végétale. Après nos recherches, et d'ailleurs c'est les perspectives que nous avons, c'est d'approfondir nos recherches pour ces endophytes, car ces endophytes-là produisent des métabolites secondaires, et c'est ces métabolites secondaires qui permettent à l'individu de résister à certains environnements stressants, à des chaleurs intenses. C'est le cas aussi à Tindouf et certainement dans certains cas dans certaines villes au Maroc. Et donc voilà. Alors, est-ce que ces champignons, comme je le mentionne ici, endophytes, font partie du matériel génétique? Également, c'est des questions qu'on se pose, car est-ce que c'est venu dans le matériel génétique et ça s'exprime à un certain stade et à un certain âge de la plante? Et qu'en est-il de la caractérisation de ces champignons? Donc c'est aussi un travail qui sera fait. Pour le système racinaire, j'ai effectué ce schéma, histoire que ce soit plus clair, qui est en fonction de la texture et des paramètres chimiques du sol. Donc si le sol est riche en limon grossier et en calcaire et du sable grossier sont élevés avec une capacité de rétention faible, on a ce type de système racinaire qui va vraiment en profondeur avec quelques racines latérales, histoire de capter l'eau à la surface. Et au cas où les limons fins et le calcaire est élevé, c'est un complexe, et les sables grossiers sont fins, les sables grossiers sont faibles et les sables fins et la capacité de rétention sont élevés, on observe un système racinaire avec une seule racine en profondeur et plus un système latéral, histoire de capter vraiment l'eau qu'il y a à la surface. Voilà tout. Et je vous remercie. Merci. Donc, notre orateur, oratrice, Assi Louisa, pour le respect du temps et pour la combinaison de deux thèmes concernant l'architecture et les mycorhizes. Donc, on passe aux questions pour 5 à 7 minutes. Merci. Merci. Merci, madame, pour votre exposé, très intéressant. J'ai des questions. Est-ce que vous avez établi un profil hydrique pour vos échantillons, pour connaître un petit peu l'historique de l'humidité du sol avant vos mesures?
Est-ce que vous avez essayé, une autre question, est-ce que vous avez essayé d'établir une corrélation entre le volume racinaire et la partie aérienne? Est-ce que vous avez établi une analyse du rapport entre la partie aérienne et la partie racinaire? Merci. Merci. Alors, pour la deuxième question, est-ce qu'on a établi un rapport, un ratio entre la partie aérienne et la partie souterraine? Non. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, c'était dans des conditions assez délicates que l'échantillonnage plutôt a été fait. Mais c'est en tout cas en travaux. Voilà. Donc, c'est en train de se faire et j'espère que dans 2 ans, si je suis toujours de ce monde, je vous présenterai ça. Ça. La première question, si vous permettez, c'était quoi? Je ne l'ai pas. Oui. Connaître le profil racinaire. Le profil hydrique. Oui. Le profil hydrique. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un développement racinaire qui varie. Vous avez dit qu'il y a 1 cm et plus de 1 cm. Et ça se développe en fonction surtout de l'état hydrique. Et est-ce que l'aire de l'échantillonnage n'est pas très vaste? Elle est identique. En fait, voilà. Oui. Alors on a relevé les données GPS. Et on a remarqué que vraiment, déjà l'aire à regagner, je vous ai dit, c'est vrai qu'elle est très vaste, mais ce n'est pas comme au Maroc où nous avons énormément de pieds un à côté de l'autre. Et pour la nature du sol, c'est vrai que j'ai échantillonné au niveau de 3 oued. Au niveau de la station de Toueref Bouham, on a Oued Elma, qui est riche en Oued Elma, comme son nom l'indique. On a Oued Gahwan et Oued Bouyadin. Et ces autres oueds sont beaucoup moins riches en eau que celui de Oued Elma. Néanmoins, on a trouvé le nombre de radicelles. C'est vrai que dans les ramifications, il y avait une différence. Mais en tout cas, au niveau des 3 oueds, il y avait le même nombre, enfin pas le même nombre, mais en tout cas, on a trouvé des racines. On avait vraiment le choix. Il variait. Au niveau d'une même station, ça variait. Dans la CP, on voit des individus qui appartiennent à la même station, le même oued, mais qui étaient complètement différents. Un présente un système racinaire profond et un autre superficiel. Néanmoins, ça reste des études préliminaires, parce que vraiment, il faut agrandir l'échantillonnage pour pouvoir attester de ces résultats. Voilà. Et ma question concernant l'observation que vous avez faite sur les racines, inférieure d'1 centimètre, vous avez trouvé des endos et supérieur à 1 centimètre des endophytes. Alors j'aimerais bien savoir, est-ce que vous savez la structure des endophytes comment? Parce que j'ai travaillé beaucoup sur l'organie. À chaque fois, je trouve des structures à l'intérieur des racines que je ne savais même pas de quoi il s'agit. Alors, en fait, on savait pas à quoi on allait s'attendre. On savait pas, on cherchait des mycorhizes, on voulait voir la différence et sincèrement, c'est venu d'une idée comme ça. En Algérie, on vend pas l'ammonium comme ça, on va l'acheter parce qu'il y a on crée beaucoup de. C'est une sorte de. Je vous explique comment l'idée est venue. Je passais à côté d'un cosmétique et je cherchais comment ramollir mes racines pour essayer de les aplatir. Je suis passée, j'ai acheté les teintures qu'on trouve parce qu'en Algérie, on ne peut pas acheter l'ammoniac comme on veut. Donc, on a fait cette étude en pensant trouver des mycorhizes, histoire de voir juste comment ça se passait pour des racines moins d'1 centimètre et plus d'1 centimètre de diamètre. Et ce qu'on a remarqué, c'est que il y avait des ectendos, plutôt des endomycorhizes et des ectomycorhizes. Mais ce qu'on ne s'attendait pas à plus d'1 centimètre, c'est qu'on voyait des structures à l'intérieur du cylindre central. Ça dépend. C'est pour ça que c'est un des objectifs du prochain travail. Parce que ce qui attire déjà notre attention, c'est le fait de voir qu'il y en est dans le cylindre central. Ça, c'est pas normal chez un végétal. Dans les cas les plus courants, on se dit qu'il y a certainement une structure, soit c'est un parasite, soit quelque chose qui va un petit peu détériorer
Ouais. Eh ben non. Quand on a fait les colorations et quand on a vu que ça se colorait, avec la bibliographie, on a essayé de croiser ça. Et il est vrai que pour savoir vraiment connaître les structures et tout, là, c'est vraiment dans des. Faut mettre en culture, faut faire des prélèvements, colorer, ensuite identifier, etc. Ça, c'est vraiment tout un autre volet qui, voilà. Oui. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور أحمد زكي من مركز البحوث الزراعية مصر. الموضوع الحقيقة أنه هو ممتاز جدا وناس كتير شغالة عليه في بلاد كتيرة. لكن هنا أنا يعني حابب أسأل في ظل الجفاف، هل أنا أو أنتوا حطيتوا فترات إني أعيد عملية التلقيح مرة أخرى، أو بمعنى ثاني أن أنا عملت عملية التلقيح دلوقتي النهاردة، هل هتقعد كام سنة الميكروبات أو الفطرة والميكروعيزة؟ أو كان في أحد المتداخلين كان بيتكلم على إني ممكن يحط الميكروبات اللي بتيسر الفسفور، أو في ناس بتشتغل على النيتروجين، لكن في ظروف الجفاف دي الميكروبات بالتأكيد عددها بيقل، يعني لأن الأرض كمية المية مش كافية، فبالتالي العدد لازم يقل. بعد كام سنة مفروض إني أنا أضيف عملية التلقيح مرة أخرى عشان أحافظ على نفس المستوى من التعاون بين الفطر وبين الشجرة؟ وشكرا. D'accord. Alors, je suis pas sûre d'avoir tout compris, mais en fait, c'est par rapport à la durée du prélèvement. Quand on a prélevé nos racines et jusqu'au moment où on a fait l'étude, c'est bien ça? Je suis pas sûre d'avoir tout compris. Hein. Alors, déjà par rapport au prélèvement, on a notre système racinaire, on l'a laissé au niveau du sol. On n'a pas du tout touché pour maintenir, pour garder les spores, pour garder tout ce qu'il en était. Maintenant, pour l'inoculation et tout, pour l'instant, on n'est pas encore à ce stade. On est en train de faire un travail là-dessus. Et comme je disais à madame, c'est lors des prélèvements, si on a envie de mettre en culture ces endophytes, ces champignons endophytes qui ont été trouvés, il faut vraiment faire c'est comme de la culture in vitro. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un endroit stérile, tout mettre sur boîte de pétri, mais milieu de culture, on fait nos repiquages, etc. C'est vraiment pendant 2-3 mois, voire même plus. Tout dépend des résultats qu'on a. Et on approfondit. Donc vous pouvez encore discuter après donc avec voilà, parce que... Ahmed Zaki pour un peu plus de détails. Exactement. Si vous voulez, donc vous lui donnez donc une petite réponse. Donc. Merci, monsieur le modérateur. Comme réponse à la question de notre ami égyptien, donc seulement dans le cas marocain, on utilise donc la mycorhisation au stade pépinière. Mais dernièrement, nous utilisons aussi au moment de la préparation du sol un compost enrichi par les mycorhizes et aussi par les PGPR, plantes growth promoting rhizobacteria. Donc l'inoculation se fait au stade pépinière, mais on fait un rappel au moment de la préparation du sol, c'est pour améliorer aussi la fertilité biologique autour des plants au stade terrain. Et merci. Merci, donc c'est Mrab, donc peut-être on peut continuer donc de la discussion. Merci donc à notre oratrice, donc à Silouisa pour donc ce sujet très intéressant. On passera donc à la modélisation donc de la répartition du transfert des métaux lourds et des oligoéléments dans les sols forestiers, donc le passage à l'huile d'argan par M. Boulmen Mohamed. Donc à vous la parole, donc prière de respecter aussi le temps. Merci donc. Bonjour tout le monde, merci monsieur le modérateur et l'honorable assistance. J'ai le plaisir de vous présenter ce travail dont j'ai changé un peu le titre, vu la durée réservée à la communication de 15 minutes, donc j'essaie un peu de enlever tout ce qui est modélisation. Donc je parle un peu de la répartition et le transfert des oligo-éléments, des métaux lourds dans les sols, à partir des sols, dans les huiles et dans les différents comportements de l'arbre, à savoir les feuilles et le bois. C'est un travail qui a été réalisé en collaboration avec la faculté des sciences via Madame Rahma Charouf et Faiz Mohamed, en collaboration avec le centre de recherche forestier. Donc,
le plan de travail, donc je commence par une petite introduction et une problématique et objectif, un peu de discussion de résultats et discussion et une conclusion. Donc, comme vous le savez tous, l'argani, c'est un arbre endémique du sud-ouest du Maroc. Il joue un rôle très important socio-économique. Donc, on commence à parler de temps en temps de l'arganier en verger. Donc, c'est un arbre à multi-usage. Donc, je vais parler de le transfert des éléments dans le bois, dans le feuille et dans l'huile et dans l'amande. Donc, comme vous le savez, les huiles ont des rôles alimentaires et cosmétiques. Donc, la problématique qui existe actuellement, c'est l'accentuation du changement climatique, et le changement de mode de vie rural et la surexploitation agricole qui commence à devenir intensif et l'érosion du sol. Tout ça conduit à la régression de la superficie de l'arbre arganier, en plus de l'augmentation de la pression sur l'alimentation des huiles. Donc tout ça avec ce qui a conduit au changement de la procédé d'extraction par des unités industrielles, ce qui peut induire des métaux lourds, donc dangers pour le consommateur. Donc l'objectif principal, c'est le transfert des éléments, les métaux et les éléments dans l'arganier et les huiles d'argan pour pouvoir valoriser les produits d'arganier au profil du consommateur. Donc résultat et discussion, je vais vite un peu. Donc on a prélevé les échantillons de 3 sites, donc Souera, Aïtbaha, Tiznit, Teroudanti, Agadir. Donc les échantillons prélevés, à savoir le sol, le bois, les feuilles, les amandes et l'huile, ont été analysés au laboratoire des centres de recherche forestiers. Donc la matière organique a été analysée par la méthode Walke-Black, l'azote par distillation Gildal, la granulité par densimétrie, la pipette de Robinson, les carbonates par calcimètre de Bernal, le phosphore, la méthode Olson et les métaux lourds et les éléments par l'absorption atomique. Donc les résultats montrent que tous les sites étudiés ont un pH basique, avec un pH basique, ils sont tous sableux, comme vous le voyez en vert, donc c'est sableux, à l'exception du site de Souera qui est lumineux. Donc le taux de carbonate, donc les résultats, le taux de carbonate en pourcentage, donc ça augmente, et donc il est important au site d'Agadir. De même, la matière organique est aussi importante aussi d'Agadir. Agadir donc, a une concentration un peu supérieure en phosphore. Peut-être c'est la quantité de matière organique qui est importante. Donc l'acidité est importante aussi à Agadir. Donc pour les concentrations des métaux lourds, donc dans les huiles, le sol et les différents composants de l'arganier. Donc comme vous voyez, donc le chrome, il se concentre dans les huiles. Une fois il y a une concentration faible de chrome qu'on voit dans le sol, donc il apparaît, donc il se mobilise, il se transfère directement vers les huiles. Alors que le cuivre, malgré qu'il est abondant, on ne le trouve pas dans les huiles. Donc sa concentration reste très faible dans les huiles. La même chose pour le plomb. Le zinc a la même caractéristique de transfert que le chrome. Donc, une fois qu'il apparaît avec une faible concentration dans le sol, on le voit automatiquement, il se mobilise vers l'huile. Le cadmium, il se mobilise généralement dans les composantes de l'arbre. Donc, on le voit dans les feuilles, les amandes et le bois. Pour les autres éléments, à savoir le fer, le calcium, le phosphore, le potassium et le magnésium, donc comme vous voyez, le calcium est très important, surtout dans le site de Tiznit, Teroudanti et Agadir. Malgré son importance en concentration qui dépasse les 2000 microgrammes par kilogramme, il reste très faible dans les huiles, il n'apparaît pas avec des concentrations très faibles. Donc il se mobilise dans le bois. Donc ces concentrations sont très faibles dans les huiles comparativement. Le fer, il se mobilise généralement dans le bois. Donc comme vous le voyez, donc sa concentration est très élevée dans le bois.
Donc pour les autres éléments, le phosphore, le potassium et le magnésium, donc on voit que le transfert de potassium se fait dans les compartiments de l'arbre, donc on ne le voit pas dans les huiles. La même chose pour le phosphore. Donc en conclusion, donc le zinc et le chrome, ce sont des éléments les plus toxiques pour leur transfert dans l'huile d'argan. Le transfert de cadmium, le fer et le potassium se fait vers les compartiments de l'arbre. Dans tous les sites étudiés se caractérisent avec une teneur élevée de calcium qui se fixe dans les amandes et le bois, mais il ne se fixe pas dans les huiles. Donc cette étude, c'est juste une étude préliminaire qui peut être un peu développée par les cycles biochimiques, étudier un peu les détails des cycles biochimiques, et peut être étudier l'effet, la méthode d'extraction et approfondir l'effet des propriétés physico-chimiques du sol sur la qualité d'huile. Et merci. Merci Siboulouane donc pour votre exposé qui nous montre donc le transfert des éléments donc du sol vers donc les végétales ou bien donc les huiles. On passe donc aux questions donc 2 à 3 questions donc. Donc j'ai une petite remarque moi concernant l'azote du sol. Vous avez donc déterminé en nitrate et O3. Alors, par exemple avec 0,047%, je pense que c'est l'azote total. Donc peut-être il y a une petite confusion. Non, c'est pas l'azote total, c'est l'azote nitrique. Nitrique dans le sol. Pour le sol, oui. Mais donc 0,047%, ça veut dire 470 ppm donc. Non, je peux voir. Donc c'est une discussion donc après. Non, oui, j'ai pas fait le rapport. Le rapport normalement ne doit pas dépasser une cinquantaine. S'il n'y a pas de questions, donc on passe donc à notre dernier orateur qui est donc Monsieur El Hadib, c'est ça? Donc de l'université de Carthage, Tunisie. Donc aussi donc l'Argani se trouve en Tunisie. Et donc il va donc un peu nous exposer donc l'étude de la dynamique de la microrisation donc pour 2 variétés disons variétés de l'Argani en Tunisie. Donc vous avez un quart d'heure pour l'exposer. Donc merci pour le respect du temps. Ça fait l'affaire. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente donc Dr Hadib Saifeddine, assistant universitaire à ESAM Tunisie, membre du laboratoire des sciences horticoles INA Tunisie. Donc, ce travail que je vais présenter, il a été élaboré par moi-même, Dr Slim et Dr Faisal Benjeddi, plutôt professeur. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui à l'étude de la dynamique de la colonisation mycorhizienne de 2 variétés d'Arganie, Argania spinosa Elskills var mutica mer et Argania spinosa Elskills var apiculata mer en Tunisie. Donc, tout d'abord, je vais commencer par un petit aperçu sur la question de ces 2 variétés. Voilà les 2 pieds des 2 variétés à l'Arboretum de l'INA Tunisie. Celle qui est à gauche, c'est la variété Mythica. C'est la variété inerme, sans épines. Quand vous voyez les 2 très grandes tailles, 3 à 4 fois plus grandes que celle, que la variété apiculata, qui est la variété épineuse et que tout le monde la connaisse. Aussi bien, donc ces 2 variétés et cette nomenclature n'était pas faite par M. Hadib, elle a été faite par M. René Mer, le fameux botaniste français, en 1926 et 1938. Et voilà les 2 herbiers d'origine qui ont classé ces 2 variétés. Comme vous voyez, donc, le premier herbier est celui de la variété apiculata. Il montre les épines, les feuilles très petites, etc. Et pour le deuxième de la variété Mythica, il montre les feuilles grandes et l'absence des épines. Et bien sûr, il y a donc une petite description de tout ce que je viens de dire sur les 2 herbiers. Voilà donc une petite comparaison entre les deux. Ce sont des rameaux et des fruits des 2 variétés. Donc des deux pieds qu'on a en Tunisie.
Celle qui est à gauche, c'est la variété Mujica. Et là, comme vous voyez, donc, il y a une grande différence de taille de feuilles, absence et présence des épines, l'une avec les fruits arrondis et l'autre avec les fruits apiculés. Donc, il s'agit de caractères morphologiques très différents pour les deux. Alors maintenant, on va passer aux objectifs de ce travail. Tout d'abord, c'est étudier la dynamique mycorhizienne des deux variétés, Mujica et apiculata, durant un cycle phénologique. Aussi bien étudier l'influence de la pluviométrie de la température sur le taux de colonisation mycorhizienne des racines des deux variétés. Et en dernier lieu, étudier l'influence des champignons mycorhiziens sur la pérennité des deux variétés. Donc, comme matériel et méthode, on a utilisé donc les pieds des deux variétés implantées à l'arboretum de l'INET pour faire des échantillons plus ou moins homogènes. 3 prélèvements de 4 côtés a été effectué chaque début de mois pour chaque variété. Donc on parle de 288 échantillons durant toute l'expérimentation. Aussi bien donc on a passé à la colonisation des racines et là par la coloration du bleu de tripan avec des fragments de racines propres bien lavés d'environ 5 cm de longueur et bien sûr conservés dans une solution d'éthanol 50%. Les racines par la suite récupérées sur des tamis fins et placées dans une solution de conservation d'acide lactique à 50% et préservées dans des piluliers à 4 degrés Celsius. C'est la méthode archaïque que tout le monde la connaisse. Donc en troisième lieu, il y a eu la détermination de taux de mycorhisation. Donc, grâce à la lecture faite sous microscope photonique, on veut déterminer les 5 paramètres suivants. P, l'absence de taux de structure mycorhizienne. Q, c'est la présence d'arbuscules uniquement. R, la présence de vésicules uniquement. S, c'est la présence d'arbuscules et de vésicules. Et T, c'est la présence d'IF uniquement. Et bien sûr, le calcul a été fait selon ces 3 formules. Pour la détermination du cumul thermique, donc c'est le cumul thermique de chaque mois de notre période d'étude a été effectué par le biais de la formule suivante, avec le T-min, le T-max et le TB, c'est la température de base de développement de l'arganie, qui est 3 degrés Celsius. Aussi bien la caractérisation pluviométrique, selon bien sûr les données pluviométriques obtenues de la station climatologique de l'INAT. Maintenant, on va passer aux résultats. Donc tout d'abord, on va commencer par le taux d'arbuscules pour les deux variétés Mujica et apiculata. Et comme vous voyez, donc, le long du cycle phénologique, il y a eu une variation énorme de ces taux. Comme vous le voyez, donc, pour la Mujica, qui est en bleu, celle, la variété inerme, elle présente des taux de colonisation de 3 à 4 fois plus importants que celle donc, avec les épines, apiculata. Aussi bien un pic très important en hiver et une diminution très importante en début de la saison estivale. Pour donc l'étude de la colonisation mycorhizienne en fonction du cumul pluviométrique, on a remarqué qu'à partir de 200 mm de pluviométrie, il y a un pic très important donc, de colonisation mycorhizienne et bien sûr un état stationnaire selon la quantité de pluviométrie. Pour donc, le taux de colonisation en fonction du cumul thermique, à basse température, il n'y a pas eu de grande colonisation, mais à partir de 3000 joules de cumul thermique, il y a eu un pic très important. Et bien sûr, par la suite, à partir de 4000 joules, il y a eu une baisse très importante. La même allure, généralement, on l'a trouvée avec le taux de vésicules, mais bien sûr avec des taux moins importants, comme vous le savez, parce que le taux d'arbuscule est généralement 2 à 3 fois plus important que le taux de vésicules. Aussi bien le même comportement en fonction du cumul pluviométrique et en fonction du cumul thermique pour les deux variétés. Et on va finaliser avec le taux de mycorhize total qui englobe donc vésicule, arbuscule et IF, aussi bien donc la même allure générale, le même comportement durant les 4 saisons du cycle phénologique, aussi bien donc le même comportement avec le cumul pluviométrique, plus on a de pluviométrie, plus on a de mycorhisation, et enfin, donc, le même comportement avec donc, le cumul thermique. Plus on a de température, plus il y a de mycorhisation, mais bien sûr, à 4000 joules à peu près, il y en a une baisse importante. On va donc, maintenant, on va un peu juste discuter et faire quelques remarques sur donc, ces courbes. En fin de compte, on a remarqué que le taux d'arbuscule est généralement le double du taux de vésicule, quelle que soit la variété ou la saison, et cela revient au rôle de différents des arbuscules des vésicules. Et bien sûr, les arbuscules, comme vous le savez, sont les lieux d'échange entre la plante et les champignons, alors que les vésicules ne sont que les organes de stockage pour le champignon.
Aussi bien la variation du taux de mycorhize total chez les deux variétés a présenté une forte corrélation avec la variation du cumul thermique et pluviométrique durant les 4 saisons. Cela explique l'influence directe de l'état hydrique du sol sur le taux des mycorhizes. Aussi bien on a remarqué que la coïncidence du maximum thermique avec la période du déficit pluviométrique entraîne un stress hydrique marqué et donc des faibles réserves en eau dans le sol, ce qui explique la diminution de la symbiose mycorhizienne pour les deux variétés, Mythica et Apiculata. Donc, on peut conclure qu'un déficit pluviométrique plus des hautes températures ont engendré une inhibition de la colonisation mycorhizienne chez les deux variétés, mais surtout sur la variété épineuse. Et enfin, donc, on pourra conclure, disons, l'influence de cette dynamique mycorhizienne sur la pérennité, l'existence d'une espèce et la dégénérescence d'une autre. On pourra conclure que pour la variété Apiculata, un taux faible de colonisation mycorhizienne plus un taux faible d'évapotranspiration, donc là on parle de la présence des épines et la réduction des tailles de feuilles, et donc un équilibre a engendré un équilibre hydrique et bien sûr la persistance de cette variété. D'autre part, pour la variété Mythica, un taux important de colonisation mycorhizienne avec un grand taux d'évapotranspiration, grâce à l'absence de toute stratégie d'évitation à la grande taille des feuilles, etc., a engendré un déséquilibre hydrique et bien sûr la dégénérescence de cette variété. En conclusion, on a conclu que l'arganier est un arbre qui dépend totalement des endomycorhizes à arbuscules durant tout le cycle phénologique, et que la variété Mythica est inerme et 2 à 3 fois plus mycorhizée que la variété épineuse Apiculata. En deuxième lieu, les conditions climatiques et essentiellement la température et la pluviométrie agissent d'une façon directe sur le taux de colonisation des racines, surtout les conditions de stress hydrique. Et enfin, le taux de colonisation mycorhizienne ne reflète pas l'état de la balance hydrique chez l'arganier. Et je vous remercie de votre attention. Merci, M. Hadi, pour votre exposé très intéressant. Donc vraiment, je pense qu'il y a peut-être à étudier encore plus parce que ça montre qu'il y a des petites contradictions avec l'arganier au Maroc ou bien en Algérie. Oui. Donc vraiment, c'est un cas particulier à étudier encore plus. Et donc je passe donc aux questions donc, aux orateurs s'il y a d'autres questions. Donc, Merci pour votre exposé, Claire. Ma question, c'est autour c'est-à-dire des deux variétés. Donc, on sait bien que sont introduites par, c'est ça, mère, n'est-ce pas? Ou bien c'est la nomination qui a été donnée par. C'est ça. Donc, ils sont introduites, c'est-à-dire il y a longtemps en Tunisie. Dans ma question, donc sur c'est-à-dire la notion de variété, est-ce qu'il y a un clonage de ces deux variétés, disons? C'est-à-dire la production, est-ce que vous avez une production des deux variétés? Oui, on a essayé déjà il y a 4 ans, et là déjà des plantules, des arbustes plutôt, âgés de 4 ans, parce que j'ai parlé de ces deux variétés à la 2e édition, en 2013. Et par la suite, à partir de 2013, on a essayé déjà une petite organerie de 40 plantules, à travers une germination sexuée, et là on a 40 arbustes d'arganier, et bien sûr celles issues de la variété Mythica inerme sans épines, et celles issues donc de l'épineuse sont avec des épines. Et cela confirme qu'il s'agit presque d'une race pure. Ok, merci. Merci Monsieur Saifeddine. Merci à vous. Moi, quand je vois les deux photos, les deux variétés, je vois déjà la différence de l'aspect des deux arbres, et donc je conclus que c'est des arbres qui ont un caractère d'adaptation au stress hydrique. Il y a une plante qui développe des petites feuilles, peut-être je ne sais pas quelle est l'épaisseur, je vois même la couleur qui change, je vois des épines, donc c'est déjà, ça pose un problème, c'est-à-dire qu'il faut voir quelle est la capacité, déjà définir ou caractériser la capacité d'adaptation au stress hydrique de ces plantes déjà.
pour un petit peu juger après leur relation avec l'échange, l'évapotranspiration ou l'état hydrique de végétal, le sol. Est-ce que, c'est-à-dire à l'origine, c'est des plantes qui chacune s'adapte à la sécheresse de façon différente. Des plantes chétives, il y a un arbre chétif, un arbre qui se développe très bien, qui produit des feuilles, des fruits très bien, de qualité meilleure. Et ça, moi je pense que c'est des caractères d'adaptation à la sécheresse hydrique. Et ça doit être tenu, l'analyse de vos recherches après l'application ou des mesures de pluviométrie et d'évapotranspiration. Je pense. Ça, c'est des questions qui se posent. Oui, oui, j'ai bien. Bon, je vois que c'est une remarque plus qu'une question. J'ai pas compris qu'est-ce que vous voulez dire exactement. Donc, c'est quoi la question dans votre analyse, est-ce que vous avez tenu des caractères des deux arbres? C'est-à-dire qu'il y a un arbre qui est complètement chétif, c'est-à-dire que peut-être c'est un caractère pour s'adapter aux conditions de stress hydrique. Et de peut-être. Juste pour il y a un arbre qui se développe très bien et qui ne peut pas se développer comme ça s'il n'y a pas quand même des conditions édaphiques qui permettent de se développer. Mais l'information que vous ne savez pas, que la distance entre les deux arbres, c'est à peine 100 mètres. Ils ont les mêmes conditions climatiques. Est-ce qu'on a tenu de... Vous voyez? Non, mais les conditions, mais il y a le profil hydrique, il y a l'historique du profil hydrique, comment a été irrigué, s'il y a des irrigations, s'il y a de l'humidité en profondeur, vous voyez? Donc, vous avez raison, mais comme je vous ai dit, donc, il existe dans le même arboretum, à 50 ou 100 mètres de distance, il n'y aura pas un changement de la nappe phréatique ou bien de la température ou bien de l'humidité. Donc tout ce qui est paramètres édaphiques, climatologiques, tout ça, c'est éliminé, vous voyez, parce que c'est presque dans le même milieu. C'est pour cela que j'ai opté à cette comparaison. Ça, c'est d'une part. Je vous remercie en tout cas. Je vous remercie pour cette présentation. Merci. La question que je vais poser, sur quelle base vous avez dénommé les deux variétés d'Arganie, Arganie apiculata et Arganie mythica. Oui. Donc la base, c'est la nomenclature de M. René Maire. Je vous présente un peu M. René Maire. C'est un botaniste français. Il a passé toute sa vie dans la classification des végétaux dans le Nord-Afrique. Vous voyez, et celui qui a donné la nomination Spinoza pour l'arganier. Avant, ça a été arganier et ça s'arrête là. Vous voyez, ça a été classé par skills. Et par la suite, René Le Maire a ajouté le mot Spinoza. Et lui-même, il a ajouté apiculata et mythica selon la présence et l'absence des épines. Merci beaucoup. Je suis Khsheri Reda de l'Université de Tlemcen, enseignant-chercheur. Donc nous avons déjà l'arganie à Tindouf à l'état sauvage, très naturel. Donc nous avons ces deux types de... J'espère que c'est une adaptation physiologique dans une station complètement sous l'abri des effets anthropiques, où il y a totalement l'arganie sans épines, avec des fruits arrondis. Sans épines? Sans épines, totalement sans épines. Hein? Puis vous pouvez observer l'adaptation physiologique où l'arganie va développer automatiquement ramification acide dur, une ramification rigidifiée avec des épines, où vous avez automatiquement le passage des troupeaux. Donc j'espère que c'est une adaptation physiologique face aux atteintes anthropiques. Oui, merci beaucoup. Vous avez raison, oui, vous avez raison, je vous réponds là. Donc, lorsqu'on parle de présence et d'absence des épines, en fin de compte, c'est une forme d'adaptation. Et pour mieux faciliter, la variété apiculata épineuse, que tout le monde la connaisse, n'est que la forme évoluée de la variété mythica sans épines. Vous voyez? Et sur terrain, on trouve presque 98% l'apiculata, l'épineuse, que tout le monde la connaisse, et à 2% max, donc la mythica. Donc, une a pu s'adapter. Et l'autre, l'ancêtre d'origine, elle va dégénérer, bien sûr, après 100 ans ou 50 ans, on ne va plus l'avoir parce qu'elle ne pourra plus, avec le réchauffement climatique, elle ne pourra plus exister. Vous voyez? Salam alaikum. Salam.
Alors, c'est une précision, juste une petite précision en ce qui concerne les variétés. Alors, elle dit c'est la classification de mer qui date déjà d'assez longtemps et actuellement, tous les travaux de classification de biosystématique actuels remettent en cause ces deux variétés. C'est-à-dire qu'actuellement, on ne les reconnaît plus. Ces deux variétés ont été mises sur un caractère de la fleur, un caractère très fin au niveau de la fleur. Ce n'est pas au niveau du caractère épineux ou du caractère du fruit. Donc il y a un caractère, je peux vous passer la référence si vous voulez, qui précise les caractères à partir desquels ont été déterminées ces deux variétés. Actuellement, cette classification a été abandonnée. On ne reconnaît plus que l'Argania spinosa et le skills. Dans les classifications actuelles, on n'admet plus les deux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser la classification de mer. Vous pouvez l'utiliser. Mais actuellement, donc, cette classification a été remise en cause. Je peux vous répondre? Donc, la remise en question d'une classification ne se fait pas aléatoirement, comme vous le savez. Donc, quand on pourra annuler la classification lorsque une des deux variétés n'existe plus. Ça, c'est d'une part. Donc, on a deux variétés, on a deux héritiers. Un, il est mort, on parle d'un seul héritier. Vous voyez? Donc c'est clair et net. Lorsque les deux variétés existent encore dans la nature, on ne pourra jamais annuler cette classification. Ça, c'est d'une part. D'autre part, la classification a été faite selon René Maire, selon la présence et l'absence des épines et non pas la classification. Voilà. Mais voilà. Mais voilà, je vous montre l'herbier. Il y a une description. Je n'ai pas comment zoomer là. Si je zoome, vous allez voir dans l'herbier que j'ai affiché, d'accord, il y a une description, une avec les épines et l'autre sans épines. D'ailleurs, je n'ai pas sous les mains des photos de fleurs. J'ai uniquement un herbier de 2 rameaux. Un sans épines et le deuxième. Sur cette base que René Maire a classifiée et sur cette base que moi aussi j'ai confirmé cette existence. Vous voyez? Ni plus ni moins. Donc je vais continuer donc, dans la même, parce que cette question de variété d'épines, je pense qu'il faut vraiment, avec le temps, parce qu'on a des arganiers, lorsqu'on les irrigue, régulièrement, au début il y a des épines, mais après les épines sont éliminées. Donc peut-être c'est un caractère d'environnement, il faut vraiment les distinguer. Peut-être cette étude, il faut l'approfondir, c'est un cas particulier. Oui, déjà, il y a une deuxième thèse de doctorat qui se fait là-dessous, et on va le confirmer au point de vue génétique. Elle se fait entre Tunisie et Montréal. Juste une petite remarque pour vous, en général, monsieur, mais je n'ai pas eu la question de votre part, de la part de personne, pourquoi je défends l'existence de cette deuxième variété, en fin de compte. Pourquoi? Parce que cette deuxième variété est fortement, monsieur, plus mycorhizée que la première variété. Si on va veiller à développer cette variété Mutuca, on aura une essence de mycorhize naturelle propre à l'arganier. Donc, dans un champ d'arganier de reboisement, si on implante 1000 Mutuca et 9900 et 9000 apiculata, on aura une essence naturelle de mycorhisation pour tout le reste du champ. Et c'est ça l'objectif. Si on garde cette variété, on va la développer, elle sera une source très importante pour le développement de l'arganier dans tout le monde. C'est ça le plus important. Donc, merci Adib pour votre exposé très intéressant et merci vraiment qui pose beaucoup de questions et on espère donc dans l'avenir y répondre. Donc notre séance est terminée. On a donc débattu un peu sur les mycorhizes. Vraiment, c'est un sujet très intéressant. Ah oui, c'est l'actualité. Oui. Ça reste vraiment à étudier encore plus, approfondément au Maroc, en Algérie et en Tunisie, peut-être dans d'autres pays. Espérons vous donner le plus à la prochaine édition. C'est très intéressant. Et donc aussi cette modélisation cette migration des éléments du sol vers l'arbre et vers les composantes de l'arbre. Donc je remercie tous les présents pour votre attention et pour vos questions. Et on espère peut-être avoir d'autres rencontres pour un peu encore discuter de ce sujet très intéressant. Et merci pour tout le monde. Merci à vous aussi.